Oui, qui formule le problème mathématique complexe à résoudre. C'est le code, c'est le protocole informatique qui a été pensé par Nakamoto. Et en fait, lorsqu'on envoie... Je ne suis pas informaticienne, hein, donc mon explication va être nécessairement limitée, mais quand on envoie des bitcoins entre Alice et Bernard, en fait, on code avec la cryptographie un message. On procède à une signature numérique et en fait, à cette signature numérique est associée une fonction mathématique qui permet justement le cryptage des données. Voilà. Et donc, cette fonction mathématique, elle est inscrite dans le protocole informatique de Nakamoto. Donc, je dirais que les règles, elles ont été inscrites dans le code et dans le papier initial de Nakamoto. Oui, encore une fois, la loi, c'est le code. Oui. Oui, le problème, c'est de vérifier que l'argent d'Alice n'a pas déjà été utilisé. Et donc, il faut refarfouiller dans la blockchain, je présume, l'ensemble de... Oui. Reminer dans la blockchain pour voir si cet argent-là, avec ces deux clés, n'ont pas déjà été utilisés. Bon. Oui, et Michel, qui est mathématicienne, va pouvoir nous éclairer. Ah oui, oui. C'est... Ah oui, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse passer. Non, non, ça c'est bon. Oui. Merci pour les présentations. Horatio. Donc je travaille sur les... je commence une recherche sur les moyens de paiement digitaux en Chine. Mais je ne vais pas parler de ça parce que c'est enregistré. Non, ça il ne faut pas le mettre. Pourquoi? Ce que je viens de dire. Ah. Non, j'aurais plein de questions, mais en fait, j'ai une question qui est à la fois empirique et même peut-être épistémologique. C'est que, dans le cadre d'une réflexion sur la question de l'extraction et de l'économie d'extraction, les présentations ont été extrêmement déterritorialisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu quelles personnes, dans quel territoire, dans quels rapports sociaux font les processus sociaux que vous avez explicités. Et je pense que c'est... Donc évidemment, travaillant sur la Chine, je vois bien la différence, enfin les similitudes, aussi les différences, mais je pense que ça, c'est juste un élément, parce qu'effectivement, il y a aussi toute une hiérarchie de l'accès, y compris au droit d'être exploité en jouant à des jeux vidéo qui émettent, qui donnent des jeux vidéo gratuits qui en fait permettent de faire, etc. Donc, je voulais vous demander si vous pouviez dire quelque chose là-dessus. Dans un espace théoriquement global, disons celui de l'humanité, quelles portions concrètes sont dans quelle situation et je pense que, parce qu'aussi il y a une question d'échelle fondamentale, c'est-à-dire que si je comprends bien, un bitcoin c'est utilisé par quelques millions de personnes dans le monde, donc c'est effectivement très marginal, alors que Google, Facebook, on parle de milliards de personnes, mais qui sont quand même quelques milliards, donc ça reste minoritaire, on va dire, sur l'ensemble de la population. Et donc voilà, si vous pouviez dire un peu plus... Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. J'ai deux préoccupations par rapport à, en tout cas, ce qui a été dit au départ comme étant la philosophie du Bitcoin, c'est-à-dire une forme de... En tout cas, une volonté de sortir un peu des États et ce côté alter qui a été vendu. Il y a deux éléments qui paraissaient paradoxaux. C'est que plus le temps passe, moins on voit l'inclusion. Puis c'est comme vous l'avez dit, il faut être de plus en plus fort mathématiquement pour résoudre les algorithmes. Et puis, cette fonction de réserve de valeur qui semble dominer
finalement, on a l'impression qu'à la fin du cycle, on revient à une forme d'orthodoxie monétaire, quoi. En tout cas, puisque le cœur de notre séminaire, c'était un peu de mettre en évidence les phénomènes d'exclusion et le passage par, peut-être pas par l'or, mais en tout cas, il y a cette idée, une forme d'aristocratie, quoi, finalement, qui aurait accès aux phénomènes monétaires. Et donc, on a l'impression qu'on revient finalement. Et donc, l'idée, c'est, est-ce qu'il y a une fatalité? Est-ce que la monnaie, au final, nous ramène toujours à cette aristocratie, ou en tout cas... Je connaissais aussi très mal tous ces sujets, donc peut-être c'est une question très naïve que je vais poser, mais je le pose par pur intérêt simple dans la matière. Je connaissais très mal toute cette littérature, enfin, un peu par la presse, la discussion en général sur le digital labor et enfin, dans son filiation avec la pensée d'opéraïsme. Ouais. Mais je me demande, par exemple, donc, dans une perspective politique, alors en partant de ce pensée de digital labor, que faudra-t-il demander? Faudra-t-il demander à ce que chaque utilisateur de Facebook ou de Google participe à des revenus annuels de ces entreprises, qu'ils aient accès aux réunions de conseil et au développement d'algorithmes, peut-être un peu à la manière de régulation allemande, de donner accès aux ouvriers à des conseils d'entreprise, ou faudra-t-il bien, ou préconise penser par Digital Labor, parfois au contraire, un système de planification centrale pour comment créer quel type d'outils, d'infrastructures, d'Internet. Voilà, c'était ça ma question. Merci. Est-ce que la problématique du digital labor et de la critique du digital labor ne vaut pas aussi pour le Bitcoin? Tu as évoqué un peu, parce que tous ceux qui rament et puis qui ne sont pas rémunérés en fin de compte parce qu'ils sont arrivés un peu trop tard, ceux-là, ils ont travaillé gratuitement. Bon, sauf à enquêter sur qui sont ces mineurs réellement, quelle est la sociologie des mineurs. Mais ça, c'est très discret. Il n'y a pas de, je ne sais pas s'il y a des recherches là-dessus. Mais sinon, on voit bien que là aussi, on fait bosser des gens gratuitement a priori. C'est un peu comme les architectes qui proposent des projets et ils ont un concours. Et, il y en a un qui est rémunéré, puis les autres, ils n'ont rien. Hein. Et donc, ils sont obligés de se rémunérer par ailleurs. Donc là, on voit aussi qu'il y a une forme commune dans les deux systèmes qui est et de même qu'on voit, les banques le faisaient, c'est toutes les problématiques des travaux de sociologie du travail on reporte le travail sur les clients. Hein, on fait participer d'autant plus maintenant donc on a moins d'employés parce que c'est les clients eux-mêmes qui, grâce aux ordinateurs, font le boulot que faisaient les employés auparavant. Et donc il y a toute cette problématique-là qui rend la problématique du travail numérique beaucoup comme vraiment une nouvelle ressource pour le développement du capitalisme d'une certaine façon, si l'information devient véritablement voilà. La question de la territorialisation nous renvoie à la question de la division internationale du travail et extrêmement intéressante à un double titre. Lorsque j'ai pris l'exemple, disons, du free digital labor, avec cette double signification free, disons, à la fois gratuit et en apparence, disons, libre, on peut dire que ce travail gratuit et exploité est surtout, pas exclusivement, le propre des régions développées. Alors que l'une des preuves que ce free digital labor est un véritable travail, c'est l'existence des fermes à clics et l'existence des plateformes de micro-travail concentrées surtout dans les pays en voie de développement. Selon l'estimation des CASIL, disons, il s'agirait d'environ 5 millions, disons, de micro-travailleurs payés véritablement, disons, au lance-pierre. Bon, il y en a aussi en Europe, disons, et c'est là, disons,
montre, disons, cette pertinence, disons, du concept, parce que ces micro-travailleurs sont, pour l'essentiel, payés exactement pour exécuter les tâches que nous effectuons quotidiennement sur Internet. Comme lorsqu'on va, disons, montrer, disons, que vous n'êtes pas un robot. En réalité, lorsqu'on montre, disons, qu'on n'est pas un robot en reconnaissant, par exemple, des numéros, disons, de roues, on va entraîner, disons, les algorithmes de Google ou de notre plateforme, disons, à aboutir, disons, ensuite tout seul, disons, à cette reconnaissance, disons, ainsi de suite. Après, il y a bien évidemment le travail, disons, de modération, qui est réalisé, disons, sur ces plateformes, disons, de micro-travail. Ça, c'est quelque chose de particulier. Mais la plus grande quantité, disons, des tâches sont des tâches, disons, de notre vie quotidienne, disons sur Internet. Et dans cette estimation de 5 millions de travailleurs, il me paraît, disons, extrêmement, disons, importante, une bonne partie concentrée, disons, en Afrique, dans les sud-est asiatiques, disons, et en partie, disons, également, disons, en Europe. Voilà, ça c'était pour la première question. La deuxième question sur la question du digital labor, comment faire, disons, pour contraster, disons, cette logique. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que si l'on compare les classements des principales firmes en termes de capitalisation boursière entre l'âge, disons, du Fordisme, mais encore, disons, durant les années 80-90, et aujourd'hui, on constate ce paradoxe. À l'âge du, disons, Fordisme, pour l'essentiel, les principales firmes en termes de capitalisation boursière se trouvaient aussi aux premières positions en termes d'emploi. Aujourd'hui, les principales firmes en termes de capitalisation boursière, à l'image, disons, des GAFAM, excepté, disons, dans une certaine mesure, Amazon, sont des véritables nains en termes d'emploi. Ce qui montre bien, disons, que cette position est liée, disons, à la valeur ajoutée créée, disons, en grande partie, disons, par le digital labor. Alors, comment on peut réagir à cela? Il y a la possibilité de dire, donc, ce travail doit être rémunéré. Alors, il y a des propositions qui vont dans les termes d'une rémunération individuelle, disons, qui reviendrait, disons, aux tâches de micro-travail, disons, et vraiment, disons, payer lance-pierre. Il y a des positions, disons, qui en revanche, c'est un travail collectif, ce moment de cette coopération sociale, il faut une rémunération collective. Mais là, il se pose également un problème, car demander une rémunération collective sous la forme, par exemple, d'un revenu, disons, de base, disons, peut être, disons, juste, mais pourrait revenir aussi à reconnaître l'ennemi qui t'exploite de cette manière. Donc, vous voyez, disons, devenir complice, disons, du système. Donc, je pense que là, il faut véritablement ouvrir un débat sur les salaires, dans les deux dimensions que le salaire il a toujours eu dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est-à-dire, d'une part, bien évidemment, une lutte sur la répartition, disons, de la valeur entre salaire et profit, mais de l'autre part, aussi une lutte pour faire revenir cette valeur ajoutée produite par les communs au commun et la remettre au service du commun, ce qui implique que cette rémunération d'un salaire universel ou d'un salaire social garanti doit non seulement reconnaître qu'il y a un travail productif des valeurs ajoutées capturées par les entreprises, mais doit aussi reconnaître qu'il y a, c'est pour cela que j'ai insisté sur la forme du commun pour soi, du logiciel libre, que c'est aussi du travail, disons, non reconnu, reconnaître que le travail peut être un productif de capital, un productif de valeur ajoutée,
mais la source d'une richesse qui doit être rémunérée. Et donc, conduire cette lutte pour créer une sorte de caisse. Prenons l'exemple de la sécurité sociale en France, ces premiers temps, qui soit mise au service du développement du commun. Et de cette manière, on pourrait lier ce conflit sur les salaires à une forme de sortie, disons, de la logique du capitalisme des plateformes, qui bien évidemment implique aussi d'autres aspects, disons, de sa critique et de sa réglementation. Mais cela est aussi extrêmement important lorsqu'on raisonne, parce qu'aujourd'hui on le fait de plus en plus, sur la question de la fiscalité. La question de la fiscalité du numérique a abouti, comme par exemple dans le rapport Colin-Colin, à une sorte de reconnaissance, disons, de l'existence du digital labor. Les grandes entreprises échappent, disons, pour une mesure, disons, essentielle. Disons, il paraît que disons, des entreprises comme Google et Facebook paient des impôts sur les sociétés qui représentent entre 0,3 et 1%, disons, de leurs bénéfices. Comment faire, disons, à ce niveau? On considère que la notion d'établissement stable sur lequel se base, disons, la fiscalité ne doit plus être liée à l'existence d'un établissement stable, mais l'activité qui est produite. Comment mesurer cette activité produite? On la mesure justement en fonction de la production de données, ce qui renvoie, disons, au digital labor. Mais le problème, c'est que ce discours est effectué du point de vue de la tentative d'un rétablissement de la souveraineté étatique, ce qui va contre la logique du commun. Et donc, à notre sens, c'est oui, on peut utiliser ces critères de mesure pour récupérer aussi, au moyen de la fiscalité, cette valeur ajoutée qui aujourd'hui est capturée par les grandes plateformes d'Internet, mais pour les mettre dans une sorte de caisse commune qui va financer un salaire social, disons, généralisé, pour créer une voie de sortie du système du capitalisme des plateformes. Sur la question du digital labor, je pense que Carlo a déjà bien expliqué notre perspective, plus en général sur notre perspective de recherche, et plus en général sur la question des alternatives, des usages alternatifs de la technologie et de la technique, comme on disait dans l'introduction du séminaire. À côté de la question du digital labor, il y a d'autres questions cruciales. Et dans la deuxième partie de la recherche qu'on a menée, la recherche des codes, la deuxième recherche, on a étudié aussi des possibles alternatives à l'intérieur du capitalisme de plateforme. Dans mon intervention, j'ai insisté sur la centralisation des moyens de production et la centralisation du pouvoir politique dans le réseau. Mais en même temps, il faut reconnaître que disons que la lutte est ouverte, parce que la même puissance de calcul, la même capacité technique est utilisée dans des formes alternatives, même si il faut reconnaître que ces formes alternatives, ces pratiques alternatives sont pour l'instant extrêmement faibles parce que il n'y a pas un modèle de financement économique alternatif des activités des commoners capable de leur donner une suffisante autonomie. Mais il y a des expérimentations qui commencent à se développer. Et il y a aussi des contradictions, bien évidemment. La logique du commun, c'est pas du tout la même chose que la logique libertarienne. Même s'il faut reconnaître que dans l'histoire du mouvement hacker, maker, etc.,
il y a des éléments de contradiction. Notamment pour les questions que j'ai touchées relatives à la propriété intellectuelle, il y a pas mal de problèmes parce que, comme le démontrent les dernières recherches sur les mouvements makers, les makers ils font de plus en plus recours au brevet, au droit de propriété intellectuelle. Donc il y a un problème aussi au niveau juridique, au niveau de la capacité d'affirmer un modèle alternatif. Mais pour revenir à la question qu'on a abordée dans la recherche, on a essayé de distinguer deux formes de résistance. D'un côté, en reprenant les catégories mobilisées par Hirschman, d'un côté la voice et de l'autre côté l'exit. Dans le sens que pour voice, on peut entendre on peut, disons, classer dans la forme de la résistance directe à l'intérieur du capitalisme des plateformes, les actions de résistance judiciaire, le recours à des outils juridiques comme les class action et d'autres formes, d'autres organisations collectives. Il y a la question de la fiscalité, il y a la question plus en général d'un conflit qui se déroule surtout au niveau judiciaire, dans le sens qu'il y a comme une dynamique de déséquilibre et équilibre déterminé par des précédents judiciaires. Donc, et ça, c'est notamment le cas du droit du travail, c'est le cas de la reconnaissance du statut de travailleur, c'est le cas plus en général de l'action des plateformes dans l'espace urbain. Donc, il y a une bataille au niveau de la jurisprudence, au niveau de l'organisation collective à l'intérieur du capitalisme de plateforme. De l'autre côté, il y a des formes d'exit, et notamment on a étudié soit les plateformes alternatives numériques, des applications alternatives, des réseaux sociaux alternatifs, des propositions alternatives à la logique du cloud, le projet Framasoft en France, le Diaspora et Mastodon comme des réseaux sociaux alternatifs, faibles mais intéressants dans la logique qui affirme. Et donc il faut à mon avis reconnaître qu'il y a des alternatives possibles. La question du cloud, c'est du point de vue de l'espace de possibilités de l'action politique, la question du cloud nous pose des problèmes majeurs parce que moi, je pense personnellement qu'il faut envisager des stratégies de fragmentation du cloud. On ne peut pas construire un véritable mode de production alternatif et un véritable modèle politique alternatif dans un réseau, et je reviens à la question de la territorialisation, dans un réseau qui est territorialisé, dans une forme extrêmement centralisée. Si on voit, c'est la fin de l'idée d'un réseau distribué, d'un réseau où il y a une capacité multitudinaire de connexion. C'est un réseau territorialisé, notamment sur la Silicon Valley, qu'on peut considérer comme le territoire de la concentration du pouvoir politique, du pouvoir décisionnel. Donc, il y a des territoires. Il y a des territoires physiques et il y a des territoires virtuels. Quand je fais référence à la question de l'appropriation de nouveaux territoires, je parlais précisément d'un problème qui relève de la territorialité, dans le sens qu'il y a un problème concret de la territorialité des data centers installés dans des lieux comme la Sibérie, comme des plateformes qui parfois on les nomme comme plateformes offshore.
dans le sens qu'il y a aussi des rapports d'extraterritorialité. Non? Il y a aussi un rapport compliqué entre l'action souveraine de l'État et le lieu physique où les data centers sont installés. Mais à côté de ça, il y a aussi un problème de construction de territoires virtuels à l'intérieur desquels redéfinir les rapports de propriété, les rapports de pouvoir. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec la logique du cloud et avec la connexion de l'Internet des objets intégré avec le cloud. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est très, très intéressant de réfléchir sur la question de l'État, parce que, je l'ai dit à la fin de l'intervention, l'État, quel rôle l'État, au plus en général, des organisations institutionnelles telles que l'Union européenne, peut jouer dans ces contextes-là. Moi, je pense qu'il faut faire attention quand on dit il faut faire la Silicon Valley européenne. Bien évidemment, c'est intéressant l'idée d'investir politiquement l'Europe dans un projet alternatif et contre-hégémonique, mais en même temps, on ne peut pas imaginer un modèle alternatif en reproduisant la même logique et en reproduisant les mêmes rapports de pouvoir. Et donc, le problème, ce n'est pas celle de la Silicon Valley alternative. Celui de la Silicon Valley alternative, c'est plutôt c'est plutôt le défi d'imaginer un modèle alternatif, politique et technologique à la fois. Parce qu'on a vu aussi avec la blockchain que la technologie, la technique numérique a une capacité normative. Quand on parle aussi les retards de l'État par rapport à la capacité de réguler des phénomènes complexes et organisés à travers la technique, là, bien évidemment, il y a un problème aussi, les juristes parlent de vide juridique. Non? Il y a un vide juridique. L'État est arrivé trop tard. Parce que la technologie, la technique a une capacité normative. Mais la même capacité normative, on peut la considérer aussi comme une possibilité d'usage, comme un usage alternatif possible. Et donc, à ce niveau-là, je pense que l'Europe est un espace politique très important pour expérimenter des modèles alternatifs, mais il faut expérimenter des modèles alternatifs et pas reproduire les modèles dominants et qui sont en train de déstabiliser au niveau écologique, au niveau politique, l'Internet considéré comme capacité d'expression d'une intelligence collective. Oui, et peut-être toujours au niveau territorial, vraiment un petit mot. La première échelle de laquelle on peut partir pour expérimenter ces modèles alternatifs est une échelle néo-municipaliste où on pourrait construire à la fois une fédération des communs et des rapports avec des municipalités qui visent un projet alternatif à celui des Smart Cities, et donc à leur subordination aux grands géants d'Internet ou, disons, je n'ai pas eu le temps, disons, d'en parler, d'autres plateformes type Uber. Donc, mettre tous les réseaux du logiciel libre au service de notre manière, disons, de gérer la ville, avec des coopératives, des plateformes coopératives, qui devraient avoir bien évidemment la priorité de la part des municipalités. Et c'est là, dans un tissu urbain, disons, qui se rapprocherait, disons, de modèles, disons, des néo-municipalismes fondés sur le commun. Et dont Naples, dans une certaine mesure, disons, et Barcelone, ils nous livrent, disons, aujourd'hui, disons, une première ébauche limitée, disons, mais disons, riche, disons, d'enseignements qui peuvent nous donner espoir, disons, y compris dans l'utilisation des plateformes numériques. Alors sur le Bitcoin, il y avait donc deux questions, une sur la territorialisation et une sur
le retour à une forme d'orthodoxie monétaire. Alors, sur la question de la territorialisation, ben, en fait, a priori, oui, c'est pas évident puisque c'est une organisation en réseau. Donc, du coup, ça se veut quand même très voilà, bon, bref. On approche de 20 heures, ça devient dur. Vous avez compris. Bref. En fait, mais c'est vraiment très juste, hein, cette question de la, effectivement, en fait, ça ramène à la question de la matérialité derrière le virtuel, et ça, donc, en fait, on revient à la question des territoires dès lors que se pose la question de l'accès aux infrastructures et du minage des bitcoins, donc de l'implantation des fermes de minage. Et puis de l'implantation aussi de tout un écosystème qui se crée autour du Bitcoin, à savoir aussi des systèmes financiers, de la finance alternative, les ICO, les levées de fonds en crypto-monnaie, etc. Et toutes les startups qui s'organisent autour de cet écosystème Bitcoin, les consultants dans la blockchain, etc. Bon, voilà. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que la question de cette territorialisation, et finalement on en revient finalement à la souveraineté politique, hein, des États, ils sont pas complètement absents. On revient à la question de la régulation, c'est-à-dire que en fait on voit bien qu'il y a une différence dans l'accueil de ce système Bitcoin et de cet écosystème Bitcoin en fonction de l'acceptation des États et d'une espèce de bienveillance quant à la régulation de ces nouvelles formes d'entreprise. Enfin, oui, voilà, donc on voit bien. Bon, alors à un moment donné, il y avait un fort pouvoir des mineurs en Chine, une forte implantation du minage en Chine, un fort pouvoir des mineurs chinois. Bon, et la Chine a commencé à mettre un peu le holà sur la question du minage, donc du coup ça va forcément aller s'implanter ailleurs, mais ça, en tout cas ça dépend nécessairement de la régulation et de ce choc entre quand même effectivement un système qui se veut certes sans souveraineté politique et complètement déterritorialisé, yes, mais qui à un moment donné rencontre quand même la question du concret par les infrastructures qui sont quand même, les infrastructures c'est quand même souvent des infrastructures publiques. Et donc, forcément, il y a la question de l'État et de la régulation derrière, et des États-nations qui restent encore là. Bon, après, je pense que sur le deuxième aspect, il faut aussi creuser la question de l'organisation de la communauté, c'est-à-dire qui sont les principaux acteurs, où sont-ils. Alors ça, c'est pas facile parce que il y a très très peu d'informations là-dessus. Donc, en fait, il faut vraiment aller dans la communauté et dans plusieurs communautés, parce qu'il y a plusieurs communautés en fait, hein. Il y a une communauté aux États-Unis, en France, enfin il y en a un peu partout. Et mais en gros, dans la communauté Bitcoin, il y a comme acteurs très importants les mineurs, les codeurs et les développeurs, c'est-à-dire ceux qui participent à l'amélioration du code et des règles informatiques qui sont liés au fonctionnement du système, les utilisateurs, et j'en oublie, il y avait un quatrième pilier, mais je l'oublie, mais les principaux, ce sont les intermédiaires. Oui, voilà, effectivement, oui, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est pareil, on veut se passer des intermédiaires, mais ça a recréé de l'intermédiation, et les principaux intermédiaires, ce sont effectivement les plateformes d'échange. Voilà. Donc, en fait, on a de nouveau des tiers de confiance dans cette histoire. On a une impression un peu d'impossibilité. Je reviens à la question de la fatalité, là. Une espèce de... Effectivement, au départ, on veut créer une espèce d'utopie complètement décentralisée, avec des rapports sociaux complètement horizontaux. Et en fait, finalement, spontanément et naturellement, se recrée de la hiérarchie, et puis voilà, se pose la question de qui a le pouvoir de changer les règles, la question de la gouvernance dans cette communauté. Bon, c'est pas si évident que ça. Et effectivement, ça supposerait de faire là vraiment une enquête sociologique, hein, pour voir comment est constituée cette communauté, qui sont les principaux acteurs, où sont-ils, quels sont leurs pouvoirs de décision, etc. Voilà, donc j'en viens du coup au retour à une forme d'orthodoxie monétaire. Bah oui, alors là complètement.
Complètement. Déjà, c'est l'idée que la monnaie n'est pas une institution. On revient à l'idée que la monnaie est une marchandise. Hein, voilà. Et puis, il y a l'idée effectivement de contenir le processus d'émission et de création monétaire dans une règle, alors là, hyper stricte et complètement indépendante de tout. Alors, en même temps, pas vraiment, parce que c'est affiché comme étant complètement indépendant de toute possibilité de manipulation humaine, puisque c'est le code et les algorithmes qui déterminent le rythme d'émission des bitcoins. Mais enfin, derrière le code, il y a quand même des gens, hein, des codeurs, des êtres humains, voilà. Donc, et pourquoi pas, à un moment donné, changer les règles, voilà. Mais encore une fois, ça suppose de savoir qui fait quoi dans cette communauté. Mais orthodoxie monétaire, oui, complètement. Là, moi, de toute façon, le système Bitcoin, c'est quand même plein de contradictions. C'est-à-dire qu'on sent bien quand même que les gens qui ont pondu ce truc-là, c'était des informaticiens avant tout, c'était des geeks, c'était pas des gens très avancés d'un point de vue de la théorie monétaire, enfin je pense. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, à mon avis, pris le pire de ce qu'il y avait dans la théorie monétaire, mais ils n'ont pas trop réfléchi en tout cas aux contradictions possibles dans le design de la monnaie. Et oui, je suis d'accord avec l'idée d'une forme d'aristocratie dans l'accès à la monnaie, complètement. Alors déjà, la première forme, c'est quand même le blocage dans l'accès à la compréhension de la technologie, c'est-à-dire que pour accéder au système Bitcoin, alors en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous interrogez le français lambda dans la rue, je suis pas sûre qu'il soit capable de vous expliquer que la monnaie aujourd'hui c'est un actif passif et de vous expliquer l'organisation hiérarchisée du système bancaire. Je suis pas sûre. Hein. Et je suis pas sûre non plus que pour dégainer sa carte bleue, on soit obligé d'avoir une compréhension complète de l'organisation de ce système bancaire. Donc à la limite, on pourrait se dire avec le Bitcoin, c'est pareil, hein, on télécharge une appli et après, ça marche tout seul. Hein, on flash un QR code et paf, les Bitcoins sont envoyés. Voilà. Donc, mais ça suppose encore de faire confiance à tout ce qu'il y a derrière. Les plateformes d'échange, les applications qui sont dédiées à ça. Voilà. Mais enfin, néanmoins... effectivement, ça peut être quand même un blocage, quoi, cette complexité technique pour l'accès à la monnaie. Et puis, autre forme d'aristocratie, ou en tout cas d'inégalité, c'est une extrême concentration de la richesse dans une minorité de portefeuilles. Hein. C'est-à-dire que c'est une toute petite poignée de portefeuilles qui détiennent l'essentiel des bitcoins, donc c'est quand même extrêmement inégalitaire. Enfin, ce machin reproduit quand même toutes les pires tares de la monnaie capitaliste. Voilà. Oui, si je peux te poser une question. Sauf la dette. Sauf la dette. Parmi les expérimentations alternatives qui sont parties de la base du Bitcoin, lesquels, selon toi, moi je pense un peu au Freecoin, mais je ne les connais pas assez, se rapprochent le plus de ce qui pourrait être une monnaie du commun, tout en dépensant les pièges du Bitcoin, y compris par rapport à l'extractivisme, à la centralisation, au mythe de la monnaie comme réserve de valeur. Alors, en fait, moi, j'avais travaillé à l'époque, j'avais regardé le projet comment il s'appelle ? Oui, voilà, le projet Faircoin, qui a été mis en place par le Catalan Duran, voilà. Enric Duran. Voilà. Qui a en fait subtilisé un certain montant aux banques et qui n'a jamais remboursé. Et justement... dans l'idée de constituer un capital initial pour ce projet Faircoin, mais l'idée c'était effectivement dans le cadre de ce projet de construire vraiment une économie alternative, des modes d'échange alternatifs, des modes de production alternatifs, etc. Alors, je ne sais pas ce qui est devenu ce truc. Ils en étaient, alors, la dernière fois que j'ai regardé, ils en étaient encore à la mise en place
du processus, mais là, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas. Je sais pas où ça en est. Judiciaire. Hmm? Lui, les critères a eu des soucis Bravo. judiciaires, je pense. Ah ben ils ont fini par le retrouver alors. Non, je ne sais pas. Bah, parce qu'il était... oui, il était quand même planqué... Mais bon, en tout cas, le projet Faircoin, je sais pas où ça en est. Mais effectivement, il y a eu des projets alternatifs dans l'alternative avec... en fait, la réflexion, elle se fait à l'heure actuelle surtout sur des modèles alternatifs de consensus, donc pour ne pas utiliser la preuve de travail, donc des modèles moins consommateurs en énergie, plus respectueux de l'environnement. Voilà. Après, je ne sais pas vraiment quelle est la capacité de ces projets-là à se développer, mais effectivement, et notamment à travers le site Peer-to-Peer Foundation, il y a eu énormément de critiques sur la construction du Bitcoin et donc des propositions effectivement alternatives, de monnaie alternative pour se rapprocher davantage du principe du commun. Voilà. Mais je ne sais pas où en sont actuellement les développements de ce type de monnaie, si ça prend, si ça prend vraiment racine. D'accord. Merci. Il y avait quand même toutes ces monnaies basées sur des blockchains, les monnaies à Helsinki, pour la rémunération du bénévolat et de l'activité politique. Oui. Rémunération d'activité politique. Ils ne sont pas allés bien loin. Non, elles ne sont pas allées bien loin, mais l'idée c'était... de même que tu as la monnaie en Argentine part du mouvement des entreprises récupérées qui essayent de recréer un système de club de troc qui va ensuite pourrait servir au crédit mutuel. Et tu as aussi le Léman, par exemple. Tu as aussi donc des monnaies locales qui montent en gamme avec une volonté de devenir aussi un système de crédit mutuel interentreprise. Et en Italie, tu as quand même le Sardex, c'est pas sur une blockchain. Ça fonctionne aussi avec une blockchain. C'est-à-dire que l'intérêt des usages de la blockchain, c'est l'anonymat. Et à partir du moment où tu peux utiliser une preuve d'autodéclaration, par exemple, ce qui était intéressant des monnaies municipales, là, c'était l'autodéclaration. Ça veut dire que c'est toi-même qui déclarais le nombre d'heures que tu avais fait, et la vérification se fait parce que tous les membres du bénévole peuvent vérifier. Et au bout d'un certain temps, celui qu'en métro, tout ça, il va être sanctionné et il risque d'être rejeté du système. Donc c'est des trucs qui sont expérimentés, mais qui vont peut-être pas très loin. Oui, pour terminer avec, en fait, le Bitcoin, c'est vraiment, ça circule comme les lettres de change avec 2 signatures, en gros, de la Renaissance, Kako. En fait, c'est des lettres de change c'est exactement ça. Ça t'envoie des SMS avec 2 signatures, public-privé. Et donc, c'est le modèle de la lettre de change plus le modèle qui a fusionné aussi le modèle de l'or. Les lettres de change, après, c'était convertible dans des monnaies de souverains locales. Parce que là, il y a les deux concentrés. Et donc, c'est quand même une innovation de ce point de vue-là. C'est-à-dire c'est la communauté des marchands qui a sa propre unité de compte et qui, en même temps, fait circuler par des lettres de change avec 2 signatures de façon à vérifier que si la lettre de change vaut bien son coup. Oui, alors, lettres de change, je ne suis pas sûre, parce que tu vois, quand les lettres de change, ça correspond... Courriel de change. Oui, mais avec les lettres de change, tu as quand même une contrepartie d'activité productive, tu es d'accord? Il y a quand même des marchands qui produisent des choses. Oui, si. Bah non. Si, tu achètes des produits dans ta transaction. Oui, mais il n'y a pas pour l'instant véritablement de contrepartie d'activité productive avec le Bitcoin. Tu crées vraiment une monnaie comme tu crées des pièces, comme tu mets en circulation des pièces. Le banquier qui endossait les lettres de change, prenait une partie de la lettre sous forme d'un taux d'intérêt, etc. Justement, c'est de dissimuler le taux d'intérêt. Donc il se rémunérait, au lieu d'être en Bitcoin, il se rémunérait aussi à partir de la somme locale. Donc, et il y avait de l'économie réelle, puisque c'était des achats de biens internationaux. Donc je trouve que ça ressemble quand même. Un petit peu. Bon, à réfléchir. Je voudrais d'une part relayer une question de Boris, qui vous remercie pour vos exposés, qui les a entendus en entier,
mais la connexion s'est perdue au moment des questions. Voilà. Donc, par SMS, il m'a envoyé une question à laquelle moi, je ne pourrais absolument pas répondre. Alors, je le lis. J'aurais aimé faire le lien avec les luttes sociales. Travaux de Alizard, de Citon de Fer, qui invitent la gauche à s'approprier ces outils. Qu'en pensez-vous? Voilà. Donc, ça, c'est la question de Boris. Et puis, moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est un petit commentaire qui fait suite à ce qu'a dit, qui s'articule à ce qu'a relaté Bruno tout à l'heure. Et la réponse qui m'a été faite sur le fameux problème complexe qu'il formule, qui en est dépositaire, qu'il connaît, etc. J'ai l'impression qu'il y a là quand même une question importante et qui me semble permettre que l'on comprenne la référence que je trouve très artificielle au vocabulaire minier. Les fermes de minage, ça a été proposé pour donner l'impression d'être une alternative. J'ai l'impression, pour donner l'impression d'être une alternative à cette dérive des monnaies sans contrepartie. Mais, si on fait le lien entre les deux, on dit que c'est une monnaie anti-banque, anti-État, mais qui donne l'impression d'avoir envie de créer un pouvoir qui repose sur le secret, et non pas sur ce que tu as dit à propos des heures de travail. J'ai oublié le nom du système, je crois que c'est à Barcelone, où chacun déclare ce qu'il a fait comme travail, et tu as dit ça ne peut pas tenir longtemps si on bluffe, parce qu'il y a les membres de la communauté qui voient l'exagération, qui connaissent, etc. Là, c'est un système public. Parce que public, je m'excuse de défendre cette question, je n'ai pas de réponse, évidemment, ce n'est pas une doctrine, mais j'attire l'attention sur... Moi, je trouve qu'il y a des limites à l'extension et à l'usage du terme commun, en particulier quand il s'agit de monnaie. Et en général, quand on part de ce point de vue-là, on établit une synonymie entre État et public. Mais non, ça c'est une déformation actuelle du langage avec lequel on parle. Public, ça veut dire aussi visible, partagé, ça veut dire plein de choses. Et avec tous les mouvements de décentralisation qui se sont mis en place au tournant des années 90 un peu partout dans le monde, on a une autre signification. Le mot public ne veut plus dire que l'État. Un pouvoir public, ça pourrait être un pouvoir qui, comme Bruno l'a décrit, eh bien, il y a un contrôle de la communauté sur quelque chose parce qu'on le rend visible. Et ce qui m'apparaît dans ce que tu as décrit tout à l'heure sur le Bitcoin, là, on a l'impression qu'il y a une petite communauté qui s'est donné un nom, une communauté ou un gars, mais on peut imaginer que c'est une communauté, peu importe, c'est la même chose de ce point de vue-là. Qui s'est donné un nom, on ne sait pas qui y a derrière, ça repose sur le secret. C'est bien un très gros problème du point de vue pouvoir. Et le corrélat de ça, c'est tout l'usage du terme transparence dans les institutions en général. C'est pas public. On laissera des choses transparentes, mais on garde le secret sur les choses fondamentales, quoi. C'est très... c'est un pouvoir de domination incroyable, quoi. Alors, si je peux me permettre, en fait, c'est pour compléter ce que vous avez évoqué sur l'analogie mine, enfin physique, virtuelle, et l'analogie qu'on en a faite un peu étrange, hein, peut-être avec le langage minier. C'est peut-être que le langage minier, enfin dans la mine, c'est souterrain, c'est inconnu, c'est sombre. Et ensuite, dans le digital, dans le virtuel, globalement, en fait, c'est un peu la même chose. C'est inconnu, c'est sombre. On sait pas qui est derrière l'écran, on sait pas qui manipule l'information, on sait pas qui. Donc, on reste un peu dans. Enfin, il y a des similitudes de travail, si je peux me permettre, de conditions de travail. Alors peut-être pas dures, enfin en termes de dureté, mais de situation de travail. Voilà, c'était juste ça. Je rajouterais, parce que du coup, vous me faites penser à quelque chose. 2008-2010, c'est pas n'importe quoi pour le marché de l'or. C'est le sommet de la courbe
c'était 1200 $ ou 1200 € et 1600 $, je ne me rappelle plus, l'once d'or sur les marchés. Donc, dans le contexte, gagner une position, le discours de l'or à l'époque était quand même extrêmement se lier à des stratégies d'épargne et de valorisation importantes, quoi. Bon, le cours a baissé un petit peu, mais il baisse en dollars et en euros, mais il ne baisse pas sur le marché brésilien, sur le marché japonais, sur le marché chinois, je ne sais pas. Mais donc, dans les monnaies qui ne sont pas nos références habituelles, le cours continue de monter, ce qui n'est pas inintéressant à repérer. Si vous aviez quelque chose à dire sur la question de Boris, je vais redire peut-être. On en a parlé un petit peu avant, lorsqu'on a aussi distingué à la suite d'Hirschman la voie voice et la voie de l'exode. Deux autres catégories. Bon, ok. Enfin, voilà, j'ai posé la question de Boris. Okay. On pourrait faire une séance sur les alternatives. Oui. Oui. Il faudrait que la gauche s'empare rapidement de ce genre de choses avant que... Ce soit trop tard. Et surtout avant que les secteurs, les grosses firmes ou la finance et les banques elles-mêmes capturent complètement ce type de technologie. Ce qu'elles sont en train de faire, ben, bien sûr. Mais oui. Facebook, c'est 2019, sa crypto-monnaie. Oui, c'est pour ça. Je pense que la question de Boris est tout à fait pertinente, mais il faut se dépêcher de... Un séminaire à part entière. Voilà, pour l'année prochaine. Petite conclusion. Non, mais c'est bon. Il est 20h03. Nous pouvons arrêter là. Et merci beaucoup pour vos participations très intéressantes et qui font lancer. Mais il y a pas mal de séminaires sur cette question-là en ce moment. Ouais. Parce que tu avais reçu un mail. J'avais vu qu'il y avait plusieurs. Il y a un colloque à Saint-Denis en ce moment. À ce moment? Oui. Donc, vous à Paris 8, là, non? Saint-Denis, non? Sur avec Marie Cuilleret, tout ça. Non? Je ne savais pas. Bon, je croyais que tu intervenais dans ce colloque. Non. Ah bon? Non, Je me suis peut-être trompé. Je profite 2 secondes. Colloque, Si vous restiez dans la salle 2 minutes, je vous introduis à l'image. Michael, HEDN et France Stratégie sont intéressés très récemment à la consommation financière dans les activités digitales. Voilà. Ça, c'est révélateur aussi de notre intérêt de façon institutionnelle. Au revoir, merci. Au revoir. Ça va, Vanessa? Oui, ça va. Sur le plan de l'enregistrement, ça on continue, vous a là. forcé un peu la main parce que ça s'est décidé à la dernière minute. On veut faire circuler l'enregistrement. Il faut passer par le cloud ou par WeTransfer, c'est très lourd. Parmi les gens qui ont laissé leur adresse ou les gens qu'on a. Et puis, si vous avez le temps, vous visionnez. Si on va donner une date dans 15 jours, et puis s'il n'y a pas de réaction négative, on va discuter entre nous comment on organise la communication sur les séances enregistrées pour les diffuser le plus largement possible. Voilà. Je sais que ça a bridé un de nos collègues, Horacio. Je travaille sur la Chine. Ouais. Ah non, mais il faut hybrider parce qu'en Chine, il ne peut pas dire ce sur quoi il recherche. Oui. Parce qu'il est anthropologue, il travaille en Chine dans l'université et puis dans les trucs, donc il ne dit pas son film. C'est très contrôlé. Donc, il ne faut mieux pas mettre le passage où il dit qu'il est en train de... Je travaille dessus. Couper le passage où Horacio dit... Je vous dis, sa recherche sur la Chine, il ne faut pas... Je crois que c'est une blague, mais... Ah non, non, c'est pas une blague du tout. Hein. Sinon, il se fait virer immédiatement de son terrain. Des chantages possibles. Par un algorithme. Non, 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 c'est vrai. Non, mais bien sûr, non, mais moi, ouais, c'est gentil, merci.
Je termine pour Boris. Ce sera bientôt pareil chez nous. Hein. Oui, oui, c'est ce qu'on ressent. Nous, moi j'en suis parvenu dessus. Toutes les universités oui, tout de suite maintenant à sont gauche. mises sur le cloud Microsoft, ils ont tout transformé. Ça va venir des films, ce sont les... Oui, merci d'être venu. C'est effarant. Ah, alors qu'il y a une présidente qui est soi-disant... Oui, oui, oui. Ils ont un vélo système.